Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24. Aujourd'hui, nous allons aborder deux questions un peu gênantes pour certaines personnes de santé. Il s'agit de comment vivre avec un conjoint jaloux. La seconde question, c'est la colopathie fonctionnelle, les flatulences, les gaz à répétition et autres ballonnements. Et merci de rester avec nous si vous voulez en savoir plus. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé. Alors aujourd'hui, j'ai deux consultants sur mon plateau. Comme je l'ai dit dès l'ouverture de cette émission en introduction, et il s'agit du docteur Jean-Paul Kwame qui est sexologue clinicien. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Et notre second consultant est docteur évidemment, le docteur Henri Aoussou qui est gastro-entérologue. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler des questions un peu gênantes en ce qui concerne le docteur Aoussou Henri, gastro-entérologue. On en parle un peu avec beaucoup de gêne. Il s'agit de la colopathie fonctionnelle et des flatulences, des gaz et du ballonnement avec le docteur Jean-Paul Kwame qui est sexologue clinicien. Nous avons décidé de parler de comment vivre avec un conjoint jaloux. Alors notre premier invité, docteur Jean-Paul Kwame, oui. Pourquoi décider de parler de la jalousie d'abord? Est-ce que c'est parce qu'on en trouve beaucoup dans les couples? Oui, voilà. C'est un sujet majeur qui concerne beaucoup de couples, et il y a une étude qui a été faite qui m'a poussé aujourd'hui à proposer ce sujet-là. Il y a plus de morts dans les couples que sur la route et dans les hôpitaux. Sérieusement, pourquoi? Docteur? Oui. Il y a une étude qui a démontré que les couples se tuent plus que les maladies, si vous voulez, plus que le sida, plus que la tuberculose, plus que la colopathie, plus que les maladies, et plus que les accidents de la route. Donc, et tout ça est dû à la jalousie. Et donc, je suis là aujourd'hui pour un peu lever le voile, pour aider les couples jaloux à pouvoir gérer, parce que c'est un sentiment naturel. On ne peut pas la refouler, mais on peut la canaliser de sorte qu'on puisse, de sorte que ça devienne vivable. Ok, voilà. Donc la jalousie aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, chers téléspectateurs, nous parlons de comment vivre avec un conjoint jaloux. Docteur, c'est quoi être jaloux dans le couple? La jalousie va être un sentiment négatif d'insécurité, de peur de perdre l'être aimé, notamment dans la jalousie amoureuse ou son exclusivité. Et dès l'enfance, on est jaloux. C'est pour ça que on va voir des enfants à l'âge de 3 ans déjà, il y a ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe qui est la jalousie qu'on ressent pour le parent de même sexe. C'est-à-dire que la petite fille voulant se marier avec son papa, le petit garçon voulant se marier avec sa maman va être jaloux de son parent du sexe, de même sexe, pour espérer avoir l'exclusivité de l'amour et du temps accordé à toute la famille. Et donc, dès l'âge de 3 ans, on est jaloux. C'est un sentiment naturel. Voilà. Et cela, ça réjaillit dans le couple. Il y a certaines personnes, docteur, qui disent qu'elles ne sont pas jalouses. Est-ce qu'il existe réellement dans un couple des personnes qui ne soient pas jalouses, quand on sait que certaines personnes disent aussi que la jalousie est une preuve d'amour? Est-ce qu'on peut être en couple et ne pas être jaloux? Est-ce que ce n'est pas donner de preuves d'amour? Deux questions en même temps, oui. Ok, je reprends la première. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas jaloux. C'est faux. C'est faux.
Si vous n'êtes pas jaloux, ça veut dire que vous n'avez jamais aimé. Et si vous n'aimez pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler en communauté, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre en communauté. Et donc là, il y a problème. Ça veut dire que vous aussi, vous n'êtes pas vraiment normal. Parce que c'est un sentiment qui peut vous conduire à aimer une matière à l'école, à vouloir faire telle ou telle chose. Donc la jalousie n'est pas forcément quelque chose de, je veux dire, négatif ou spécifique à tel ou tel problème. Les personnes qui disent généralement qu'elles ne sont pas jalouses sont des personnes qui ont peur d'aimer. Donc qui vont refouler le sentiment d'amour. Voilà, pour pouvoir se préserver, pour éviter de souffrir, pour éviter de vivre le goumé-goumé, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va vouloir se mettre dans son coin et en réalité, c'est faux. La jalousie est présente en chacun de nous. Chacun de nous vit sa jalousie. Et c'est aussi un bon indicateur. C'est un bon indicateur pour dire, ah, si je ressens... Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas? S'il ressent quelque chose, s'il se pose des questions, il est jaloux, c'est qu'il m'aime toujours. Et vous aussi qui ressentez la chose, vous vous dites, ah, je pensais que je ne l'aimais plus, mais si je ressens quelque chose... Donc, finalement, c'est un bon indicateur. Et donc, pour revenir à la deuxième question, je ne valide pas la phrase qui dit que la jalousie est une preuve d'amour. La manifestation de la jalousie n'est en aucun cas une preuve d'amour. Mais vous venez de dire tout à l'heure, oui. Le fait de la ressentir, oui. Le fait de la ressentir, oui. Le fait de se dire... Il y a une différence. Il y a une différence. La manifestation de la jalousie est manifestée. Ça peut être des coups, ça peut être de la violence verbale, physique. Ça peut être... Là, c'est la manifestation qui est... on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas de l'amour, c'est un désir de possession. Mais le fait de se dire, ah, je suis jaloux, vous êtes dans votre coin, c'est un preuve d'amour, c'est un bon indicateur pour conduire la relation. Donc vous, docteur, si je comprends bien, vous validez l'expression quand on aime, on est jaloux seulement quand on ressent le sentiment, on a le sentiment de jalousie en soi, mais pas quand on le manifeste. Mais quelque chose qu'on ressent, on doit forcément le manifester, le démontrer. Non, on n'est pas tous nés de la même façon. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne valide pas l'expression qui dit que lorsqu'on est jaloux, c'est qu'on aime. Non. Le fait de ressentir la jalousie. Vous avez des personnes qui n'aiment pas montrer leur déception. Donc, même si elles sont jalouses, elles vont se mettre dans leur coin et gérer ce chagrin d'amour-là. Mais il y a des personnes qui sont vraiment impulsives, qui vont montrer à l'autre qu'elles ont appris quelque chose qui n'est pas plaisant, qu'elles ont vu un message très tard, qu'elles ont entendu communiquer. C'est la franchise dans le couple. Il ne faut pas garder pour toi ce qu'on n'aime pas. Et donc, chacun a sa façon de gérer cette jalousie-là. Tout le monde ne va pas battre. Tout le monde ne va pas poser des questions violentes. Tout le monde ne va pas insulter. Parce que c'est ce côté de la jalousie qui n'est pas de l'amour, mais qui est un désir de possession. Je précise. Donc, l'amour, quand on aime, l'amour possessif, c'est pas de l'amour. Hein. Quand on aime, on veut garder pour soi la personne qu'on aime, on veut l'exclusivité. Ça, c'est pas de l'amour. Quand on veut l'exclusivité, on va vouloir poser des actes. Quand on veut, il y a quelque chose, il y a un secret en sexologie qu'on appelle la mine du territoire, c'est-à-dire vouloir miner un territoire comme un lion. La technique du lion, ça va être quoi? Ça va être des appels. Ça va être des cadeaux qu'on va offrir. Ça va être la présence, l'attention. De sorte que les prétendants, ceux qui veulent, et généralement on le voit quand on est nouvellement amoureux, quand on est nouvellement en couple, on aime tellement la personne avec qui on est. Donc on va lui démontrer son amour. De sorte que d'autres personnes n'aient pas assez de place à offrir des cadeaux, à inviter au bar, au restaurant à manger. Et donc, on va vouloir miner ce territoire-là comme un lion, de sorte que cette personne-là connaît l'exclusivité du temps de cette personne-là à nous et à nous seuls, justement. Et donc, jusque-là, tout va bien. Quand c'est comme ça, vous êtes apprécié. Et ça va être critique lorsque ça va virer au drame, lorsqu'il va avoir mort d'homme, lorsqu'il va avoir coups et blessures.
Et donc, c'est en ce moment-là que je parle de désir, de possession, de maladie et non d'amour. Ok. D'où la question suivante. Est-ce qu'il existe plusieurs types de jalousie? Vous avez déjà évoqué Justement, un type, voilà. La jalousie maladive, possessive. Voilà, nous avons la jalousie maladive, puisque j'ai déjà cité, qui consiste qui se traduit par des injures, par des coups et blessures, par peut-être un suicide, lorsque ça devient grave, et le pire, un meurtre. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons la jalousie possessive, qui a un peu les signes de la jalousie maladive, mais qui ne tue pas. Donc, qui va être dans la vérification permanente, dans le contrôle des actions de l'autre, dans l'insistance aussi. Dans la suspicion aussi permanente. Je reprends donc suspicion, contrôle et vérification. Lorsque la jalousie de votre homme ou de votre femme remplit ces trois conditions-là, là, ça doit inquiéter. On est dans une jalousie envahissante. Maintenant, nous avons la jalousie que X ou Y ressent et ce qui peut être aussi normal. C'est la jalousie qu'on dit normale, pardon. Et nous avons la jalousie projective. Ça veut dire quoi, la jalousie projective? C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent à peine de tromper leur mari ou leur femme et qui ont un petit regret. Et donc, arriver à la maison, ne sachant pas comment se comporter avec madame ou monsieur, vont l'accuser de vouloir le ou la tromper. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc, j'arrive, je dis, ah, Irène, ma femme, je sens que tu te fais trop belle ces temps-ci-là. Je sens que tu veux me tromper à quelqu'un, alors que je viens à peine de commettre l'acte. Voilà, ça c'est la jalousie projective. Donc on va essayer de mettre des balises pour ne pas que ce qu'on vient de faire, notre femme ou notre mari puisse aussi le faire. Quel Voilà. risque, Donc, quelles conséquences tous ces types de jalousie-là ont sur les répercussions sur le couple, sur le bien-être, l'équilibre même du couple? Mais c'est clair que lorsqu'on est jaloux à souhait, lorsqu'on vit une jalousie maladive ou une jalousie envahissante, on ne vit plus l'amour. Parce que chaque fois que tu vas sortir, tu vas revenir d'une sortie, il va te poser la question, mais tu étais où? Tu vas dire où tu étais. Il va insister à ce que tu produises des preuves. Et là, ça ne sera plus de l'amour. Tu ne seras plus à l'aise comme la façon dont tes copines t'expliquent l'ambiance qui règne dans leur foyer. Mais tu vas vivre une maladie et la dépression n'est pas loin quand c'est comme ça. Vous risquez de tomber dans une dépression et voire même chercher à divorcer carrément parce que vous avez aussi la nostalgie de votre vie de lycée, la nostalgie de votre vie de célibat où vous allez en boîte seul sans rendre compte à qui que ce soit, Oui. où vous rentrez du boulot à l'heure que vous voulez et donc on n'a pas à dire je suis dans tel lieu, je viens à telle heure, on est libre de ces mouvements. L'ambiance, la paix dans le foyer va prendre un coup. Voici les conséquences que la jalousie envahissante ou maladive peut créer. Donc on peut se permettre d'avoir un peu de jalousie si c'est pas... docteur, vous dans votre cas, dans votre domaine, est-ce que certaines personnes qui viennent vous consulter, vous êtes gastro-entérologue, ont des maladies liées à cette profession-là qui résultent de la jalousie souvent? Peut-être oui, dans le cadre, parce que dans le cadre de la colopathie fonctionnelle dont on parle, il y a une grande part du psychisme. Alors, une personne qui souffre de jalousie maladive a un certain déséquilibre psychique, a un stress permanent qui fait partie des causes multifactorielles de la colopathie fonctionnelle. Très bien. Alors, docteur Kwame, on va terminer avec vous. Je rappelle que docteur Kwame est sexologue clinicien et avec lui, nous parlons de comment vivre avec un conjoint jaloux. Nous sommes presque à la fin de notre échange. Docteur, est-ce que cette maladie-là, bon, on va l'appeler comme ça, oui, la jalousie maladive, possessive, est-ce que ça se soigne et comment répondre aux questions d'un conjoint jaloux? C'est deux questions en même temps. D'accord. La jalousie se soigne très bien, mais le conseil à donner,
Parce que beaucoup vivent avec des conjoints, des femmes et des maris jaloux. Ne tardez pas, lorsque vous sentez les signes que je viens vous donner, lorsque vous remarquez, l'idée ce n'est pas d'essayer de l'amadouer, il ne comprendra jamais. C'est déjà une consultation et des médicaments, directement, sans chercher à tout réfléchir. Sinon, la surprise, vous n'aurez plus le temps de réfléchir, peut-être si vous êtes mort, si vous tue. Donc, c'est déjà une consultation et des médicaments directement. Ils vont le prendre en charge comme un fou. Excusez-moi du thème. C'est pas trop fort. Voilà pourquoi je m'excuse du thème. Parce que, il faut le dire, la jalousie maladive ressemble un peu à la folie. Sans se voiler. La jalousie, vous voyez quelqu'un qui pique une crise de jalousie maladive, et bien il casse tout, il blesse, il peut même tuer, voire se suicider lui-même. Est-ce que, qui n'a pas envie de vivre, dis-moi? Voilà. Qui n'a pas envie du bonheur de l'autre? Et donc, oui, il y a le docteur Aoussou Henri qui veut poser une question et on va se permettre ça. Oui. Alors, je voudrais savoir, dans tout ce que vous venez de détailler, quelle est la place de la confiance donc, qui doit régner au sein du couple, et peut-être la place aussi de l'estime que la personne, justement, de soi, la personne jalouse a d'elle-même. Il faut dire aussi, c'est une très belle question, docteur, il faut dire que la jalousie résulte d'un manque de confiance. C'est l'idée de se dire, docteur, je mérite pour moi, voilà. Docteur est trop riche pour moi, je ne le mérite pas. C'est sûr qu'il va essayer d'avoir une femme aussi médecin comme lui. Et donc ces idées-là, lorsque vous allez le cultiver dans votre esprit, ça va devenir une maladie pour vous. Voici pourquoi en sexologie, il y a une autre partie qui est la prise en charge des personnes qui ont une perte de confiance en soi, pour les emmener, parce que je reçois des gens qui vont dire mais j'ai pas de belles fesses, je suis pas sûr de pouvoir séduire, donc on me drague pas, je sais pas si c'est ça, j'ai pas un beau visage, est-ce que vous êtes sûr que ma femme, il vous présente la photo de sa femme, vous voyez qu'elle est très belle, est-ce que c'est pas parce que j'ai une vie sociale assez rangée qu'elle est avec moi? Et donc vous avez à charge de le mettre en confiance avec des mots, avec des actes. Et donc, pour conclure, je vais dire que la jalousie, c'est un grand manque de confiance en soi. C'est l'idée de ne pas se faire confiance en soi-même. Voilà. Voici d'où vient la jalousie. Et ça se soigne. Voilà. Et donc, je reviens à votre question. La jalousie se soigne. Je l'ai dit, c'est directement une consultation et des médicaments. Et à savoir aussi comment vivre avec un conjoint jaloux. Il y a une technique tout simple. C'est lorsque vous remarquez que votre conjoint est très jaloux. Si on sortait toujours et rentrer tard, il faut rentrer tôt, c'est ça? Non, vous pouvez continuer parce que si arrêtez de s'habiller sexy parce qu'il n'aime pas, il est trop jaloux. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Ça aussi, ça va implanter l'harmonie dans le couple. Ça va renforcer l'harmonie du couple. Mais c'est la seule astuce qu'on a, c'est de faire un album photo. Un album photo que vous allez lui présenter chaque fois qu'il pique ses crises de jalousie. Ce n'est pas pour l'amadouer, mais c'est pour l'amadouer. Et au lieu de répondre de façon violente à lui, ses propos violents, c'est de lui dire, mais tu vois pas ici, on était à la plage. Ici, donc faire des prises de photos de vos moments heureux. Et chaque fois qu'il pique ses crises, mettre ça devant lui, peut dire regarde. Et vous commentez les photos l'une après l'autre. Oui, c'est clair. Beaucoup aimé. Pour le faire, il faut avoir beaucoup de maîtrise de soi aussi. Alors, docteur, merci pour ces questions. J'espère que tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, qui ont quelque part un conjoint jaloux, ont trouvé réponse à ces questions. Et si vous voulez encore plus de réponses à vos questions, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook et vous trouverez réponse à tout ça. Merci, docteur Kwame. Il est sexologue clinicien. Et nous passons maintenant à notre
notre second invité. Il s'agit du docteur Aoussou Henri, gastro-entérologue. Et avec le docteur Aoussou Henri, nous parlons de la colopathie fonctionnelle, des flatulences, des gaz et ballonnements. Bonjour docteur, encore une fois. Bonjour Irène. Docteur, on va aller droit dans notre sujet. C'est quoi la colopathie fonctionnelle et les flatulences, les gaz, les ballonnements, tout ça? Alors, la colopathie fonctionnelle est un trouble digestif, donc une anomalie du fonctionnement de l'appareil digestif, qui va se traduire par des douleurs et auxquelles douleurs vont s'associer assez souvent à des troubles du transit, c'est-à-dire à des modifications du transit allant soit vers la diarrhée, soit vers la constipation, et comme vous l'avez dit aussi, à des ballonnements. L'élément important à retenir dans cette définition, donc, c'est que c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qui persiste dans le temps, qui vient de façon répétitive. On ne l'a pas une fois. On ne l'a pas une fois en pas, c'est quelque chose qui revient, et pour laquelle il n'y a pas de véritable cause. Ça, c'est difficile. Une maladie qui revient, qui est une maladie chronique, mais pour laquelle on ne peut pas détecter les motifs d'apparition. On ne peut pas les détecter. Et donc, quand le patient vient en consultation, comment on fait pour diagnostiquer que ça, c'est de la colopathie, c'est le ballonnement, Alors, les sociétés savantes ont permis de définir, vu que c'est une maladie qui est exclusivement donc clinique, les sociétés savantes ont essayé de définir des critères qui permettent, en interrogeant le patient, en l'examinant, d'aboutir au diagnostic de la colopathie fonctionnelle. C'est donc, je vais éviter d'utiliser des termes trop techniques, on a les critères de Rome, qui sont des associations de gastro-entérologues internationaux qui définissent un ensemble de critères qui permettent d'aboutir au diagnostic de la colopathie fonctionnelle. Rapidement, je vais vous donner les derniers critères, parce qu'on est passé de Rome 1, 2, 3 et 4. Les derniers critères de Rome 4 qui datent de 2016, qui définissent donc la colopathie fonctionnelle comme une douleur abdominale chronique, donc répétée, qui évolue avec une fréquence d'au moins une crise par jour, une crise toutes les semaines, au moins. Et au moment où vous voyez le patient, c'est au moins une crise toutes les semaines et sur les 3 derniers mois qui ont précédé la consultation. Et pour quelque chose qui évolue depuis 6 mois. Et cette douleur qui évolue de cette façon doit être associée à au moins 2 de ces 3 critères que je vais définir ainsi. Elles doivent être associées au moins à une modification de la fréquence des selles, une modification de la consistance des selles et également l'existence d'une relation entre cette douleur et la défécation, c'est-à-dire l'émission de selles. Docteur, pour parler très terre à terre, parce que vous êtes scientifique, on sait que vous avez défini dans vos propos, dans vos premiers propos, qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des selles qui peut être dû à la diarrhée, qui peut être sous forme de diarrhée ou de constipation. Est-ce qu'on doit dans ce cas-là vérifier à quel rythme on va aux toilettes et quel est le rythme normal pour un être humain d'aller aux toilettes à la selle? Alors, c'est un peu variant, ça varie un peu d'une personne à l'autre. Mais on considère que quelqu'un qui fait moins de 3 selles par semaine ou qui a des difficultés à émettre des selles est une personne constipée. De la même manière, en fonction de la fréquence des selles, quelqu'un qui va plusieurs fois aux toilettes par selle et qui a des selles qui ont une certaine consistance, plutôt liquide ou pâteuse, fait de la diarrhée. Donc, on a avec cette définition que j'ai donnée, des échelles, qu'on appelle l'échelle de Bristol, qui sont des images de selles, qui vont des selles de constipés, qu'on appelle ici en général les selles de Cabri, aux selles liquides carrément. En fonction des selles que décrivent le patient,
on pourra définir si c'est une colopathie qui évolue sous la forme de la constipation ou une colopathie qui évolue sous la forme de la diarrhée. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez bien Business Matin Santé et actuellement, je suis en échange avec le docteur Aoussou Henri, gastro-entérologue, et nous parlons de la colopathie fonctionnelle, des flatulences, des gaz et autres ballonnements. Docteur, on a défini ce que c'est que la colopathie fonctionnelle ou l'irritation, le côlon irritable. Je voudrais savoir c'est quoi les flatulences, est-ce qu'il y a une différence entre flatulence, gaz, c'est quoi le ballonnement, et puis est-ce que une colopathie fonctionnelle va de pair avec les flatulences? Alors, la flatulence, je vais dire que la flatulence, il y a un peu plusieurs définitions de la flatulence. Tantôt, la flatulence traduit la production de gaz par le tube digestif lui-même. Okay. Tantôt, la flatulence décrit le fait d'émettre des gaz par l'anus. Okay. Alors, dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure des critères de Rome, là, vous avez vu que le ballonnement n'existe pas dans cette définition. Okay. Cependant, les ballonnements font partie des critères, des symptômes les plus couramment observés dans la colopathie fonctionnelle. Donc, on peut se permettre de dire que la colopathie fonctionnelle va de pair avec les ballonnements. Alors, les gaz, qu'est-ce que c'est? Les gaz qu'on a dans le côlon, ils peuvent avoir deux origines. Soit c'est des gaz qu'on a ingérés, donc qu'on a avalés, qui viennent de l'extérieur. C'est les gaz de l'air qu'on avale, soit en avalant, qui rentrent dans le tube digestif lorsqu'on avale. Et il y a les gaz qui sont produits à l'intérieur du tube digestif, notamment à l'intérieur du côlon, qui est le gros intestin. Alors, ce sont ces gaz, lorsqu'ils deviennent abondants, parce qu'on fait de l'aérophagie, on avale beaucoup de gaz, ou alors parce que le tube digestif, en fonction de ce qu'on a dans le tube digestif, il y a une production abondante de gaz qu'on se sent ballonné. Et donc, on a un inconfort, on a le ventre distendu. Quand on percute le ventre, on a l'impression de percuter un tam-tam et on a un inconfort. Docteur, je voudrais être pragmatique. Et prenons le cas d'une personne qui est ballonnée à chaque fois et qui, même quand elle ne veut pas émettre des gaz par voie anale, ça arrive et c'est constant. Elle se sent gênée. Et est-ce qu'il y a un problème à retenir? Est-ce que c'est conseillé, ce que je veux dire, c'est conseillé de retenir les gaz qui doivent être ressortis par voie anale? Alors, normalement, non. Quand on sent le besoin, on doit éviter. La vie sociale nous impose de pouvoir nous retenir parce que, bon, on peut être dans un milieu, là on est assis, si quelqu'un ressent l'envie de faire des gaz, par respect pour ce que je veux dire, il y a des personnes qui ont ça de manière impressionnante et en permanence. Alors, parce que normalement, dites-vous bien que dans le fonctionnement normal du corps, du tube digestif, on évacue de près de 1 demi-litre à 1,5 litre de gaz dans la journée. Dans la journée? Oui, c'est ce qu'on évacue. Alors, majoritairement par voie anale et accessoirement par des rots. Donc, soit par en haut, soit par en bas. Et cela va se faire en général autour de 10, excusez-moi le terme, 10 paix. 10 jour? Non, plutôt en général entre 10 et 20 paix par jour. C'est ce que l'homme doit produire. En moyenne, mais en moyenne. Oui. En moyenne, ça fait, en général, on se dit autour de 15 paix par jour. Oui, qu'une personne. Alors, il y a des variantes. Il y a des gens qui en produisent beaucoup plus. Là, ça devient grave. Voilà, et beaucoup moins. Mais il n'est pas conseillé de se retenir abondamment parce que ça favorise la constipation. Ça favorise la constipation parce que ça va provoquer des distensions abdominales et rendre la progression moins efficace. Donc, ce n'est pas conseillé de se retenir en permanence et d'une manière générale, la machine est faite de telle sorte que quelqu'un qui, dans la journée, se retient beaucoup, la nuit, quand il dort,
il se libère. Il se libère. Et on parlait tout à l'heure de couple, ça peut provoquer Des problèmes de couple. Voilà, Ça peut gêner dans le tout à couple. fait. Oui, allez-y. Oui, je vous écoute. En fait, juste pour vous donner un peu une idée, et ça varie énormément le P. Hein. Une étude américaine a essayé de mesurer un peu le volume des P, et ça peut aller de 17 millilitres à 300 millilitres. C'est-à-dire, ça peut aller, vous qui êtes une dame qui connaissez vos flacons de vernis, un P peut aller d'un flacon de vernis à une canette de coca, 33 centilitres. Donc vous voyez, ça varie beaucoup, mais la donne, c'est d'éviter vraiment de les retenir. Et docteur, qu'est-ce que vous répondez à certaines personnes? Parce qu'un jour, on échangeait entre amis et j'ai entendu dire que le fait de retenir des gaz donnait une mauvaise haleine. Et que quand on n'évacue pas les pets, par exemple, ça remonte au niveau de la bouche et que ça donne une mauvaise haleine. Est-ce que c'est vrai? Alors, lorsqu'effectivement, la majorité, tout le tube digestif a des gaz, depuis l'œsophage jusqu'au rectum. Et vous avez, dans les gaz produits par le tube digestif, vous avez certains gaz qui, eux, sont vraiment malodorants. C'est le cas, c'est un peu technique, des gaz qui contiennent du soufre et qui vous donnent un peu l'impression d'odeur d'œuf pourri. Alors, quelqu'un qui est beaucoup ballonné et qui a parfois, parce que imaginez-vous que normalement, entre l'estomac est fermé en haut et en bas, et il ne s'ouvre que pour laisser passer les aliments. Donc, a priori, quand on même quand on est ballonné, tant qu'on n'éructe pas, ça ne remonte pas vraiment dans le tube digestif. Mais il y a certaines pathologies comme ce qu'on appelle hernie hiatale, c'est-à-dire des gens pour lesquels l'estomac ne se ferme pas bien par en haut. Ça peut favoriser des remontées et des gaz et ça peut effectivement provoquer. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas forcément lié au fait de se retenir. Très bien, docteur. On va là vers la fin de notre thème et ici en studio, mon réalisateur nous fait mourir de rire. Je me retiens, sinon je serais à terre. Parce que le sujet, il fait rire, le sujet fait rire, il est important, mais il fait rire quand même. Alors, je rappelle que nous sommes actuellement avec le docteur Aoussou Henri, gastro-entérologue, et nous parlons de colopathie fonctionnelle, de flatulence et de ballonnement. Docteur, est-ce qu'il existe des aliments qui favorisent la colopathie, les pets à répétition impressionnants qu'on ne veut pas souvent, et les ballonnements? Oui, il y a des aliments qui sont identifiés, qui favorisent les ballonnements. Justement, dans les approches de traitement de la colopathie fonctionnelle, il y a des régimes qui ont été mis au point en Australie et qui se répandent. Et des régimes qui ont montré une certaine efficacité dans les symptômes vécus par la colopathie. Ce sont des régimes qu'on appelle régime pauvre en FODMAP. FODMAP qui reprend les différentes molécules qui favorisent le ballonnement. En fait, c'est des sucres, des variétés de sucres lents, comme le fructose, qui est un sucre qu'on retrouve dans certains fruits, comme le lactose, qui est le sucre qui est présent dans le lait. Donc une variété de certains fruits qui ne sont pas du tout digérés et donc qui sont pas du tout absorbés, et qui sont digérés par les microbes présents dans le côlon et qui produisent abondamment de gaz. Donc de plus en plus, il y a ces régimes qu'on appelle le régime pauvre en FODMAP, qui est un régime qui élimine pendant un certain temps tous ces aliments susceptibles de produire du gaz, jusqu'à ce que le patient se sente mieux, après quoi on pourrait réintroduire au cas par cas certains aliments pour voir quel est le seuil de tolérance. Mais donc pour dire, il y a effectivement des aliments qui favorisent la flatulence, qui favorisent... on ne peut pas dire que c'est la cause de cette
de la colopathie, parce que Ça la colopathie, favorise. ça favorise, parce que la colopathie, il y a tout un ensemble de facteurs D'éléments qui, déclencheurs. qui favorisent. Voilà, docteur, je vais poser les 2 dernières questions, je prends de notre échange. Docteur, je voudrais savoir, nous sommes en Afrique et très souvent, lorsqu'on est ballonné, on a mal au ventre, on se purige. Voilà, on se met des médicaments par voie anale, là, et purigeoire. En Côte d'Ivoire, on dit purigeoire. Je ne sais pas quelle autre expression utiliser, mais docteur, vous comprenez bien les lavements. Ok. Est-ce que vous, en tant que gastro-entérologue, vous conseillez les lavements lorsqu'on souffre de colopathie, de ballonnement? Et est-ce que, parce que vous nous avez dit aussi que la colopathie peut se manifester sous forme de constipation. Est-ce que des constipations à répétition ne créent pas la faiblesse sexuelle, l'impuissance? D'accord, donc il y a 2 questions. Pour ce qui est des lavements, il existe dans l'arsenal des médicaments contre la colopathie fonctionnelle des lavements. On a certains médicaments qu'on utilise comme certaines poires à lavement qui existent. Et vous même parlez des lavements traditionnels à Abidjan. J'en viens. Et on préconise même parfois des lavements à l'eau. Le problème que posent les lavements traditionnels, c'est qu'ils utilisent des produits qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent être toxiques, qui peuvent irriter la muqueuse. Donc, sur ce fait, je ne peux pas les conseiller. Et en plus, ils utilisent parfois des laxatifs, parce qu'il y a différentes variétés de laxatifs, parmi lesquels des laxatifs qu'on dit irritants. Les laxatifs, c'est des médicaments qui permettent d'aller aux toilettes. Il peut utiliser certaines variétés de laxatifs très forts qui permettent aux patients d'aller aux toilettes, mais qui, à la longue, ont des effets délétères sur le côlon. Donc, pour cet ensemble de raisons, je ne peux que déconseiller l'usage de lavements. On peut faire des lavements à l'eau. Dans ces conditions, on compense les produits qu'on utilise par le volume d'eau. Ok. Voilà. Maintenant, de l'eau simple. Oui, de l'eau simple. Maintenant, pour ce qui est de l'association constipation, faiblesse sexuelle, le seul lien, que je dirais peut-être sous le couvert du sexologue, c'est que la constipation crée un mal-être. Et ce mal-être, qui est également mental, agit sur la capacité à avoir des rapports sexuels. Parce que, je parle toujours sous le couvert du sexologue, pour avoir un rapport sexuel efficace, il faut pouvoir être à l'aise dans sa tête. Très bien. Donc, d'un point de vue médical, la constipation, tant que ça ne joue pas sur notre mental, ne peut en rien entraver une bonne sexualité chez l'homme. Non. Ok. Merci, docteur. Alors, juste peut-être le dernier mot, qui est un élément capital dont je n'ai pas parlé dans la définition de la colopathie, c'est de savoir, parce que c'est important pour les patients, c'est l'un des gros facteurs de détresse des patients qui souffrent de colopathie fonctionnelle, c'est la peur que représente la colopathie fonctionnelle. Parce qu'on a tous la hantise du cancer. Et c'est important pour les patients de savoir que la colopathie fonctionnelle n'est pas une maladie grave. C'est une maladie, c'est un dysfonctionnement du tube digestif qui se traduit par des symptômes, mais pour parler comme, comme pour le langage de la rue, on dira, ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas, une colopathie fonctionnelle n'a aucun potentiel d'évolution vers un cancer. Et ça, c'est important que les patients le sachent pour pouvoir se sentir rassurés et pour pouvoir mieux appréhender leur pathologie. Très bien. Ça, c'est très important. Et la personne adéquate pour régler les questions de colopathie, de ballonnement, c'est bien évidemment le gastro-entérologue. C'est ça? Vu que c'est une pathologie multifactorielle, il n'y a pas que le gastro-entérologue. Il y a plusieurs Nous avons les diététiciens, nous avons les psychologues. C'est vaste. Là. Oui, c'est vaste. Ok. Alors aujourd'hui, nous recevions sur notre plateau pour en parler le docteur Aoussou Henri, gastro-entérologue. Et notre premier consultant était le docteur Jean-Paul Kwame, sexologue.
clinicien. Et avec le docteur Jean-Paul Kwame, nous avons parlé de comment vivre avec un conjoint jaloux. J'espère que cette émission vous a fait du bien. Nous remercions toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission et à vous la servir, notamment notre réalisateur Aimé Bodje et notre superviseur que nous appelons ici affectueusement Chef Lignon Gilbert. Merci de rester fidèle au programme de Business 24 Africa. On se retrouve la semaine prochaine. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.